Toutes et à tous, bienvenue à nouveau pour ce nouveau webinaire du Collège des enseignants de Mire. Je m'appelle Rémi Coudroy, je travaille en médecine intensive réanimation à Poitiers. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire avec le professeur Christophe Guiton de l'hôpital du Mans et nous accueillons aujourd'hui le professeur Jean-Damien Ricard de Colombes, qui travaille en médecine intensive réanimation et qui est un spécialiste international de la ventilation spontanée et de l'hypoxémie sévère en ventilation spontanée. Et voilà, donc on vous laisse la parole et à tout à l'heure. Merci beaucoup Rémi, merci Christophe, et puis merci à la commission pédagogique du CEMIR de m'avoir invité à faire ce topo. Je suis très content de voir ça avec vous ce soir. Et donc, voici mes conflits d'intérêts en lien avec la présentation. Fischer & Paykel, qui est un des fabricants, on va dire, les plus en vue sur l'oxygénothérapie à haut débit, a pris en charge des frais de congrès et puis aussi contribue à prêter des dispositifs dans un PHRC national que nous sommes en train de mener. Le contexte de cette présentation, c'est que quel que soit le mode et le support ventilatoire initial, que ce soit l'oxygénothérapie conventionnelle, l'OHD, la VNI, il faut savoir que dans les séries, entre 30 et 50% des patients en insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique vont avoir besoin d'une intubation. Et qu'on sait qu'il y a également un lien entre une utilisation prolongée voire excessive de ces techniques de support non invasif et de mortalité au cours du SDRA, mais qu'en contrepartie, nous n'avons pas de critères parfaitement consensuels d'intubation, et donc le risque, c'est soit d'intuber avec retard et éventuellement d'avoir une surmortalité, ou à l'inverse, exposer inutilement un nombre de patients aux effets indésirables de la ventilation mécanique, et puis en période évidemment de pandémie, d'occuper des lits de réanimation et de diminuer le capacitaire. Et donc, comme je disais, curieusement, et malgré des conférences de consensus assez récentes, il n'y a pas actuellement de critères recommandés, internationalement reconnus et acceptés de l'intubation au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë, que ce soit sur le timing ou sur les indications. Et finalement, on a des données assez intéressantes, notamment par le biais de cette pandémie, justement pour essayer d'affiner un petit peu ces questions. Et donc forcément, ceci aboutit à des hétérogénéités de pratiques. Et la question, c'est est-ce que finalement, c'est très très grave? Est-ce qu'on doit s'en préoccuper? Et est-ce qu'éventuellement, il y a un impact sur l'outcome? Et je vous ai déjà dit que oui, potentiellement, il y avait un outcome. Et donc, les enjeux de ce management du patient hypoxémique, c'est d'être capable d'identifier précisément les patients qui vont avoir besoin de ventilation mécanique pour éviter les intubations inutiles, les intuber précocement pour éviter la surmortalité liée au retard de l'intubation, et puis évidemment déterminer le ou les meilleurs supports ventilatoires non invasifs pour toute cette période pré-intubation. Donc, comme je vous le disais, si vous reprenez les deux plus récentes recommandations et de références d'experts sur l'intubation, il n'y a strictement aucune mention des indications et des critères d'intubation, que ce soit la conférence française ou dans le BJA, la British Thoracic Society. Et puis, pour compliquer un petit peu le débat ou le sujet, vous avez sans doute entendu parler de cette notion de lésion induite ou auto-infligée par le patient en ventilation spontanée, même s'il n'y a aucune donnée encore formelle pour attester ou de la véracité de cette notion, mais c'est cette idée que, suite à une agression pulmonaire initiale, le flux capillaire, l'œdème pulmonaire est auto-entretenu par le patient du fait d'un drive respiratoire important, des excursions du volume pulmonaire très importantes qui vont finalement aggraver la situation. Et donc, toute la question, c'est quand est-ce qu'il est opportun d'interrompre ce cercle vicieux? Et évidemment, nous n'avons pas de réponse à cette question. Et donc, ça vient complexifier le débat justement sur à la fois les critères et le timing de l'intubation. Des hétérogénéités de critères et de pratiques, je vous le disais, c'est bien illustré dans ce travail qui avait été fait par Étienne de Montmolin. Donc, c'est une enquête internationale auprès de réanimateurs sur des critères pour démarrer une ventilation invasive. Et ils étaient questionnés sur plusieurs ensembles de critères, hémodynamiques, neurologiques ou respiratoires. Et vous voyez que, même s'il y a une relative cohésion des critères respiratoires, dès lors qu'on aborde les critères neurologiques, vous voyez qu'il y a une dispersion dans les réponses. Et puis, sur les critères hémodynamiques, c'est encore plus éparse. Et donc, clairement, des hétérogénéités de pratique. Dans tel service, on va avoir des intubations plus précoces
par exemple sur les données hémodynamiques ou sur les données neurologiques. Et donc, des hétérogénéités de pratique assez importantes. Elles sont très bien illustrées dans ce papier de l'équipe d'Angers qui, comme vous le voyez sur le titre, a regardé l'utilisation, le timing et les facteurs associés à l'intubation. Donc, on n'est pas exactement dans la situation de la détresse respiratoire aiguë, mais plutôt dans celle du choc septique, accompagné d'une détresse respiratoire aiguë. Première information, vous voyez qu'on a un pic du risque d'intubation qui est relativement précoce, entre la première et la 8e heure, un maximum sur l'air sur la courbe sur les 24 premières heures, et puis en plus, ensuite, ça décline. Le résultat très intéressant de cette étude, vous voyez ici le pourcentage de patients intubés sur les différents centres qui sont sur l'axe des X. Donc chaque colonne, c'est un centre. En dessous, vous avez le chiffre du nombre de patients inclus par centre, et c'est les centres qui avaient inclus au moins 20 patients dans cette étude. En barre noire, vous avez les patients qui sont intubés entre guillemets précocement, entre H0 et H8, et puis en grisé, les patients intubés tardivement entre H8 et H72. Et donc, vous voyez que par centre, pour des patients qui sont relativement homogènes, puisque ce sont tous des patients en choc septique, eh bien, vous avez une variation de moins de 10% dans certains centres de patients intubés précocement, et on peut aller jusqu'à presque 50% dans certains centres. Encore une fois, des patients relativement similaires, puisque tous présentant un choc septique. Donc, vous voyez des hétérogénéités de pratiques qui sont très importantes, et je pense que si on faisait une étude similaire sur des patients uniquement en détresse respiratoire, on aurait des données assez similaires. Donc, très clairement, en France, les réanimateurs font très différemment en termes de timing d'intubation dans ces situations de détresse respiratoire. Est-ce qu'il y a un impact sur l'outcome, sur la mortalité? Alors, quelques données anciennes au cours d'insuffisance respiratoire aiguë, ce n'est pas exactement une situation pure d'insuffisance respiratoire aiguë, puisque ces auteurs ont regardé le timing de la réintubation chez des patients donc en échec d'extubation. Donc, il y avait souvent des causes évidemment respiratoires à cet échec, mais il n'y avait pas que ça. Mais en tout cas, ça donne une photographie de quelles peuvent être les conséquences d'une intubation tardive. Donc, vous voyez que sur la gauche, là, je voulais illustrer avec la flèche, vous avez des durées croissantes de délai de réintubation entre 0 et 72 heures. Et puis, on va dire éventuellement sans surprise, vous avez une augmentation assez substantielle de la mortalité qui passe de 24 à 70%, donc donnant un message, un signal, encore une fois, il n'y a pas que des causes respiratoires à ces échecs, un signal avec l'idée que plus on réintube tardivement ces patients, moins bon est leur pronostic. Alors, qu'en est-il au cours du SDRA proprement dit? Là, plusieurs données qui infirment bien cela. D'abord, un premier élément, c'est que tous les patients ne sont pas intubés. Et donc, vous voyez que vous aviez une proportion évidemment très importante de patients qui sont intubés précocement, près de 75% de la population, 15% de patients qui ne sont jamais intubés et 8% de patients qui sont intubés tardivement. Et vous voyez ici la probabilité de survie, donc représentée sur une courbe Kaplan-Meier. Ceux qui ne sont jamais intubés ont une probabilité de survie qui est bien supérieure à ceux qui le sont précocement. Et vous voyez qu'il y a quand même un signal assez fort pour une surmortalité aux patients qui sont intubés tardivement, avec moins de 50% de survie. Et ce résultat se retrouve à 2 ans de l'étude. Des données similaires dans une étude ancillaire d'un audit qui s'appelait ICON. Donc là, c'est une base de données très importante, près de 10 000 patients, et 500 patients sont intubés parmi les 24 premières heures, les 2 premiers jours de leur admission en réanimation, et 200 patients l'étaient après ces 48 premières heures. Et là encore, vous voyez qu'il y a un impact significatif sur la survie, avec la probabilité de survie qui est meilleure lorsqu'on est intubé durant les 48 premières heures par rapport à après les 48 premières heures en réanimation, et ça se maintient à 60 jours. Donc, clairement, des arguments pour penser que de maintenir
trop longtemps, des patients en ventilation spontanée au décours de l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique est associé à une surmortalité, mais ça ne dit pas exactement quand est-ce qu'il faut les intuber. Donc ça, c'est lié en partie au mode de traitement de ces patients, et on sait qu'il y a des risques avec la ventilation non invasive prolongée. Ça avait été montré il y a déjà une dizaine d'années sur des patients qui présentaient une pneumonie hypoxémiante sévère, et si vous avez la durée moyenne de ventilation avant l'intubation, tous ces patients sont en échec donc, de VNI, ont été intubés. Certains ont survécu, d'autres sont décédés. Et vous voyez que vous avez un écart extrêmement important puisque vous avez une durée de VNI avant intubation chez les patients qui ont survécu de 32 heures et elle est de 78 heures chez les patients qui sont décédés. Donc très clairement un signal fort pour dire que l'utilisation excessive de la VNI chez ces patients est associée à une surmortalité. On a la même chose avec l'oxynothérapie à haut débit. Ici, dans un essai, une étude plutôt en Corée du Sud, donc les auteurs ont retrouvé tous les patients traités pendant un peu plus d'un an avec de l'OHD et ils ont classé ces patients en fonction du timing du moment de l'intubation par rapport au début de l'OHD, soit, et c'était classé tôt ou précoce avant la 48 premières heures, soit après, ça c'était les tardifs. Et vous voyez que là aussi, une différence substantielle de la mortalité, 39% lorsqu'on est intubé avant la 48e heure, jusqu'à 66% de mortalité lorsqu'on est intubé tardivement après la 48e heure. Il faut regarder un petit peu en détail le papier parce que lorsqu'on regarde précisément quelle est cette durée moyenne d'utilisation de l'OHD avant intubation dans les deux groupes, je vous rappelle le cutoff était de 48 heures, mais en fait, chez les patients intubés précocement, c'est beaucoup plus tôt que ça. Vous voyez que c'est 10 heures d'utilisation de l'OHD avant l'intubation et dans le groupe tardif, ce n'est pas 48 heures, mais c'est 126 heures. Et donc, en fait, c'est 5 jours pleins d'utilisation de cette technique qui était en échec avant l'intubation de ces patients. Et donc, on comprend un peu plus facilement ou aisément pourquoi on a une telle différence de mortalité. Petite digression, ces patients en plus n'étaient pas tous traités en réanimation, ils recevaient de l'OHD dans les étages, ce qui a pu aussi contribuer à cette surmortalité importante. En tout cas, clairement, des données dans la littérature qui montrent que, quel que soit support non invasif, que ce soit VNI ou OHD, il y a clairement un risque à utiliser de façon prolongée ce dispositif avant l'intubation des patients et c'est associé à une surmortalité. Et donc, qu'est-ce qu'on va attendre d'une prise en charge non invasive du patient hypoxémique? Du côté du patient, évidemment, c'est de soulager sa dyspnée, c'est notre rôle premier, en essayant d'améliorer l'oxygénation et diminuer son travail respiratoire. On espère que ça va éviter l'intubation et donc éviter, diminuer la mortalité de ces patients. Et puis, du côté de l'institution, de la gestion des réanimations, c'est une diminution de la demande de respirateurs. On a vu que c'était important au cours de cette pandémie. L'idée, c'est de redarder, voire même d'éviter l'admission en réanimation. Et puis, ça va aider, encore une fois, en période de pandémie, aider à la gestion du flux de patients. Et évidemment, derrière la question du management non invasif, il y a celle du timing de l'intubation, comme je l'ai dit en introduction. Il faut savoir que ça a suscité un débat assez passionné, assez intense, entre des grandes figures de la réanimation, Martin Tobin, Luciano Gattinoni, et je vous encourage vraiment à aller lire ces 3 lettres et cette revue qui sont sorties dans notre revue AIC. C'est vraiment très, très instructif. Justement, restons dans cette pandémie et quels sont quelques éléments de réponse sur cette utilisation précoce de l'OHD, cette utilisation d'une stratégie non invasive plutôt que de l'intubation sur l'outcome des patients. Donc, ce travail franco-suisse et belge qui regroupe plus de 4000 patients donc, admis en réanimation pour un SDRA Covid. Et vous voyez qu'au cours du temps, il y a une modification des pratiques. Nous avons 4 périodes que je vais détailler. Donc, en marron clair avant le 15 mars, en vert entre le 16 et le 31 mars, en bleu clair entre le 1er et le 15 avril, et puis en mauve après le 16 avril. Et vous voyez qu'on a une augmentation au cours du temps de l'utilisation de l'oxynothérapie à haut débit. Ça aboutit à une diminution du nombre de patients ventilés DJ1, une diminution globale du recours à l'intubation orotrachéale, et puis une diminution assez importante de la mortalité à J90. Alors, évidemment,
il y a des facteurs confondants, il y a d'autres éléments qui expliquent cette amélioration de la survie ou cette diminution de la mortalité, l'utilisation des corticoïdes, alors qu'on les a peut-être utilisés encore plus tardivement que ces données-là, mais une meilleure gestion des anticoagulants et d'une façon générale de la prise en charge de ces patients. Mais encore une fois, ce sont des éléments pour montrer qu'il y a eu une augmentation du recours à l'OHD, dans une moindre mesure à la VNI, et qu'on a une baisse notable de la mortalité lorsque on évite l'intubation de ces patients. Et donc, pour rejoindre un petit peu ce qu'on attend de cette prise en charge non invasive, il faut savoir en peser les avantages et les inconvénients. Donc, quelles sont la balance bénéfice-risque de l'intubation précoce. Dans les avantages potentiels, c'est évidemment une diminution du travail respiratoire. On va mettre au repos les muscles et donc une baisse de la consommation d'oxygène. On va prévenir la dysfonction diaphragmatique, on va améliorer le débit cardiaque et on va améliorer le transport et l'utilisation par les tissus de l'oxygène. Les maléfices éventuels sont d'abord du geste, de l'intubation d'un patient sévèrement hypoxémique et avec également la dégradation hémodynamique. Toutes les complications liées à la ventilation, la dysfonction diaphragmatique, le VILI, les infections nosocomiales, le séjour prolongé en réanimation, évidemment, les troubles neuromusculaires acquis en réanimation. Ce même rapport bénéfice-risque pour la stratégie non invasive, si elle est efficace, si elle est couronnée de succès, c'est justement d'avoir évité l'intubation et éventuellement l'admission en réanimation. Donc, c'est des durées de séjour meilleures, c'est une survie meilleure et c'est évidemment une moindre pression sur le besoin de lit et de respirateur. À l'inverse, si cette technique est un échec, on va retarder par l'utilisation de cette stratégie non invasive, on va retarder une intubation qui était nécessaire, on va avoir les inconvénients de l'intubation et comme je vous l'ai montré, des chiffres de survie qui sont moins bons et une durée de séjour qui est prolongée. Alors, est-ce qu'on a une fenêtre de tir, entre guillemets, idéale, optimale pour ces techniques non invasives, ventilation ou OHD? Je ne vais pas vous donner de chiffres précis, encore une fois, et je vous remets à dessin cette figure qui illustre bien ce cercle vicieux, mais on ne sait pas exactement à quel moment on peut, et c'est le meilleur moment pour l'interrompre. Fenêtre de tir thérapeutique pour la VNI, ça avait été illustré dans cette revue de Laurent Brochard, avec deux éléments, une fenêtre en termes de sévérité. Si le patient n'est pas assez grave, ça n'a pas d'intérêt, c'est peut-être dommageable. Et à l'inverse, s'il est trop grave, sans doute est-ce que c'est délétère parce qu'on retarde l'intubation. Et en miroir de cela, la fenêtre du temps, et encore une fois, sans qu'il y ait de chiffrage précis de cette fenêtre, mais je vous ai donné quelques indications pour vous montrer qu'on est sur les 24-48 premières heures de l'admission en réanimation. Une fenêtre thérapeutique pour l'OHD, peut-être un tout petit peu plus de données là. Si on regarde l'ensemble des grandes séries de patients traités par OHD ou dans les essais randomisés, ils sont intubés grosso modo entre la 12e et la 24e heure. C'est peut-être un élément qui permet de guider nos pratiques. Et aussi, il semble, on l'avait montré avec Auriol Roquin, qu'il existe une surmortalité lorsque les patients sont intubés après la 12e heure, lorsqu'ils sont pris en charge en première intention en OHD au cours d'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Guillaume Dumas, du groupe d'Elie Azoulay, a montré des résultats qui vont dans le même sens. Ici, c'est l'ensemble des études qui ont comparé les différentes stratégies d'oxygénation au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë chez les patients immunodéprimés, une grande méta-analyse de données individuelles, et regarder l'impact du moment de l'intubation sur la survie. Et vous voyez que vous avez une augmentation assez substantielle de la mortalité, encore une fois, entre les 24-48 premières heures, avec une pente qui s'adoucit un petit peu au-delà. Donc, encore une fois, des données concordantes qui montrent que tout se joue durant ces premières heures. Alors, quel est l'arsenal thérapeutique dont on dispose pour prendre en charge ces patients? Donc évidemment l'oxygénothérapie standard, l'OHD, la VNI ou la CPAP, et puis en dernier recours, l'intubation et la ventilation mécanique. Et donc, pour apprécier l'efficacité de chacune de ces techniques, il faut regarder toutes les études qui les ont comparées, et malheureusement, on est parfois en manque d'un nombre important de patients dans les études sur certaines comparaisons.
Une très belle revue qui est sortie récemment justement sur cette prise en charge et stratégie non invasive comme première ligne de traitement de l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique et du SDRA, et qui met en avant donc les trois techniques que nous utilisons le plus: l'oxynothérapie à haut débit, le masque pour faire de la VNI, et puis le helmet très, très couru en Italie. Je n'ai pas le temps de revenir sur les essais qui ont montré le bénéfice de l'OHD par rapport à la VNI, par exemple, comme Florali, et je vais vous montrer plutôt une méta-analyse qui a justement repris tous ces différents essais. Donc, voilà ce qu'on a à disposition, et j'ai un peu volontairement mis de côté l'oxynothérapie conventionnelle, mais en sachant que dans certaines étiologies, comme chez l'immunodéprimé, le débat n'est pas complètement tranché pour savoir si véritablement l'OHD et la VNI sont supérieurs à l'oxygène standard. Donc cette méta-analyse qui est sortie dans le JAMA a donc comparé et regardé tous les essais qui ont comparé 2 à 2 ces différentes techniques, en sachant qu'il y a eu très peu de patients dans la comparaison OHD versus helmet, et que d'une façon générale, il y a quand même un déséquilibre sur certaines de ces comparaisons, mais pas forcément beaucoup de patients dans certains essais, et donc ça limite évidemment un petit peu la puissance et la portée de ces résultats. Lorsqu'on regarde qu'est-ce qui est capable de diminuer le risque d'intubation, en prenant comme référence l'oxygène standard, vous voyez que à la fois la VNI et l'OHD sont capables de réduire significativement le risque d'intubation. C'est illustré ici. Et lorsqu'on regarde l'effet sur la mortalité, à ce moment-là, seule la VNI semble réduire la mortalité. Mais encore une fois, vous regardez pour l'OHD, il n'y a que 3 essais contre 14 pour la VNI. Donc très clairement un manque de puissance de ces éléments-là. Donc ça ne nous permet pas de trancher, de ne pas décider de façon ferme, il faut toujours utiliser tel dispositif. Et au contraire, je vais vous poser la question de savoir est-ce que ça a vraiment du sens de les opposer, parce qu'on sait très bien qu'en pratique, on va les combiner. Et donc, avec un certain nombre de collègues que je remercierai en fin de présentation, et je remercie le comité scientifique de la base de données COVID-ICU de nous avoir donné l'opportunité en études ancillaires de justement de regarder un petit peu l'impact du timing de l'intubation sur la mortalité des patients, donc inclus dans la base COVID-ICU. Et déjà juste un premier résultat tout à fait préliminaire qui vous montre finalement un petit peu toutes les trajectoires des patients en fonction du support ventilatoire. Et donc, vous avez illustré sur le schéma, les différentes couleurs sont les différents modes support ventilatoire, et donc vous avez les changements de catégorie à chaque changement, les 2 premiers changements, 2e changement, 3e changement. Donc évidemment, il y a des patients qui vont décéder d'emblée, qui vont être intubés, et puis il y a des combinaisons, et vous voyez par tout cet enchevêtrement de couleurs, finalement les cliniciens ont combiné toutes ces techniques, que ce soit le 2 standard, l'OHD, la VNI, et donc peut-être est-ce que c'est plus ces combinaisons, ces trajectoires qu'il faut garder à l'esprit, plutôt que de forcément vouloir opposer une seule technique qu'on va utiliser tout du long et regarder finalement si elle est meilleure qu'une autre. C'est sans doute plus dans cette question de combinaison, je pense, qu'il faut aller. Et donc, tout ça pour dire que voilà, le résultat de ces méta-analyses, 1, on n'a parfois pas beaucoup de patients, pas beaucoup d'essais, et 2, ça ne prend pas en compte ces différentes trajectoires qui sont la vraie vie de la prise en charge de ces patients que vous faites quand on les prend d'abord aux urgences, puis éventuellement en UHCD avant qu'ils viennent en réanimation ou même en USC. Et on voit bien qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont utilisés. Un des points importants, je vous l'avais dit, c'était aussi d'essayer d'identifier précocement les patients en échec des techniques non invasives, et je vais me focaliser un petit peu plus sur le haut débit nasal. Avec Jonathan Messica, on avait colligé dans cet éditorial les différentes études qui avaient pu mettre en évidence un certain nombre de facteurs de risque d'échec. Le premier, c'était de façon assez évidente la persistance des signes de détresse respiratoire aiguë, la fréquence respiratoire, le balancement thoraco-abdominal, l'utilisation des muscles accessoires. Un point important qui a été retrouvé dans plusieurs études, c'est la survenue d'une défaillance d'organes supplémentaires, donc en supplément de la défaillance respiratoire, et très clairement la défaillance hémodynamique et la défaillance neurologique sont des facteurs d'échec
de cette technique de l'OHD. Je vous encourage franchement à considérer l'intubation dès lors qu'une de ces défaillances supplémentaires apparaît. Et de façon un petit peu anecdotique, parce qu'une étude l'avait trouvé, c'était l'importance de l'atteinte radiologique avec le nombre de cadrans et surtout l'existence d'un épanchement pleural. Malheureusement, dans cet essai, le débit était limité de mémoire à 30 ou 35 litres par minute. Et donc, on a envie de se dire que peut-être ces patients n'auraient pas été en échec d'OHD si on avait utilisé un débit plus élevé. Un autre élément qui est venu et qui a été mis un petit peu vraiment en avant, en exergue lors de cette pandémie, c'est le score ROX, qu'on avait établi avec mon collègue Oriol Roca, qui est le ratio de la saturation sur la FiO2 divisé par la fréquence respiratoire. C'est un score qui a l'avantage d'être purement clinique, et puis je vous reviendrai dans les diapos qui vont suivre sur comment on en est venu à établir ce score-là. Donc un score purement clinique qui a l'avantage de regrouper finalement en une seule valeur les trois valeurs qu'on regarde le plus fréquemment chez un patient en détresse respiratoire, à savoir sa fréquence respiratoire, la saturation pulsée en oxygène et la fraction inspirée en oxygène. Et donc, comment est-ce que, et je remercie Oriol Roca pour ces diapos qu'il m'a passés, comment on en est venu à ce score? Finalement, l'idée était venue de cet index ou cet indice qui avait été validé donc, et montré par Martin Tobin sur l'outcome des épreuves de sevrage de la ventilation mécanique, invasive cette fois-ci. Donc, c'était le ratio de la fréquence respiratoire sur le volume courant qui était établi. Et Martin Tobin, dans l'article, indique bien qu'une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'indices prédictifs ont de mauvaises performances, c'est parce que finalement, ils ne reflètent de façon pas suffisamment précise ou rapprochée la réalité des déterminants physiopathologiques, en l'occurrence ici du sevrage, mais on pourrait parler aussi de l'insuffisance respiratoire aiguë. Et donc, il faut vraiment avoir des critères cliniques extrêmement pertinents qui reflètent les détériorations physiopathologiques. Et donc, un index sera d'autant plus performant qu'il intègre un certain nombre de ces données physiologiques qui reflètent bien la réalité du patient. Et donc, on s'était rapproché de l'essai Florali dans lequel les critères d'intubation devaient être au moins 2 des critères parmi les suivants. Et on a mis en exergue ceux pour lesquels il nous semblait intéressant parce que immédiatement disponible au lit du patient, qui était évidemment la fréquence respiratoire, ici dans le travail Florali supérieur à 40, et la saturation pulsée en oxygène, ici inférieure à 90%. Ce que nous n'avons pas retenu, nous, pour construire l'index ROX, l'absence d'amélioration du signe de surcharge, d'efforts ventilatoires, d'efforts musculaires très difficiles à quantifier, le développement de sécrétions trachéales copieuses, abondantes, là encore très très difficile à quantifier de façon parfaitement objective, et puis le pH peut être un signe assez objectif, mais là encore une fois nécessitant un gaz du sang au moins veineux, et encore une fois on voulait quelque chose de directement utilisable immédiatement au lit du patient. Et donc c'est comme ça que, en s'inspirant de ce F sur VT et avec les éléments que je viens de vous indiquer, on a construit ce score ROX qui nous permet d'apprécier le risque d'échec de l'oxygénothérapie à haut débit en regardant justement, et c'est ce qui est indiqué en début de cette diapositive, quels étaient les paramètres ventilatoires qui étaient associés ou qui différaient entre les groupes échec et succès de l'OHD, en ayant l'idée qu'en les additionnant, on les mettait ensemble, on augmentait la puissance de chacun des paramètres pris isolément, et on a construit l'index en prenant en numérateur les variables qui étaient positivement associées au succès de l'OHD, donc la SpO2 et la FiO2, et puis en contraste la fréquence respiratoire comme dénominateur, puisqu'elle était inversement associée au succès de l'OHD lorsque cette fréquence augmente. Et donc, on avait validé dans une cohorte indépendante ce score qui avait été établi sur une première cohorte de patients avec un seuil à 4,88, encore une fois, à la 12e heure. Et vous voyez sur la Kaplan-Meier que vous arrivez à distinguer assez facilement les deux groupes, ceux qui vont être en succès de l'OHD et ceux qui seront en échec en fonction de leur valeur de ce ROX.
Et ce travail avait permis de montrer deux autres éléments. Le premier qui était un seuil inférieur, donc celui qui était prédictif d'échec précoce. Et puis, on avait pu également mettre en fonction de différents temps, différentes valeurs du score ROX, puisqu'il faut bien imaginer le score ROX comme étant une réponse à une thérapeutique. Et donc, évidemment, à la deuxième heure, vous n'aurez pas la même valeur et le même seuil comme risque d'intubation qu'à la 12e heure, puisqu'on prend en compte justement l'amélioration du patient. Et donc, vous voyez justement ces différents cut-offs en fonction du moment où on évalue le patient. On avait choisi 2, 6 et 12 heures, ce qui nous donne un certain nombre de performances qui sont illustrées ici. Bien évidemment, il y a une zone grise, comme on l'a dans beaucoup de paramètres d'indices échocardiographiques, par exemple, ou autres, dans lequel on n'est pas, d'indices de réponse au remplissage, dans lequel on n'est pas certain de la réponse. Et donc, on avait étudié les éléments de cette zone grise dans ce travail. Et vous voyez que, premier résultat, c'est que finalement, il y avait relativement peu de patients qui se trouvaient dans cette zone grise à un moment de l'évaluation, puisque c'était que 21 patients sur 191, donc 11%. Donc, ça veut quand même dire que près de 9 patients sur 10 peuvent être, sont en dehors de cette zone et donc peuvent être évalués avec cet indice. Et le deuxième résultat, c'est que seul un tiers des patients dans cette zone grise ont eu besoin du recours à la ventilation. Donc, ça veut dire que ce degré d'incertitude, finalement, il a eu, on va dire, moins d'impact ou un impact modéré sur le recours à l'intubation. On aurait été plus gêné si 8 patients sur 10 dans cette zone grise avaient eu besoin du recours à l'intubation. Et ça nous avait amené dans ce travail à bien insister sur le fait que c'est une évaluation qui est dynamique. Et donc, vous voyez sur ce graphe en vert les patients en succès de l'OHD et ceux qui sont en rouge, qui sont en échec. Et ce qu'on a regardé, c'est le delta de ROX, c'est-à-dire comment est-ce que progresse cet indice ROX entre deux mesures. Et dès lors qu'on est au-dessus de 0,5 de delta, on a une distinction très nette entre les différentes catégories. Et donc, ceux qui ont un changement de ROX, une augmentation du score ROX de plus de 0,5 sont majoritairement en succès par rapport à ceux qui ne l'ont pas et qui sont en échec et donc en risque d'intubation. Ça, c'est une première approximation ou un premier élément pour essayer de déterminer et d'avoir une aide à la décision de l'intubation. Et puis, la question qui se pose évidemment, c'est finalement, comment est-ce que ce score, cet index ROX, est-ce qu'il fait mieux que les critères habituels de fréquence respiratoire ou de saturation? Et c'est ce qu'on a fait dans ce travail, qui n'est pas encore publié. Et donc, vous avez ici, en prenant comme cut-off 35 de fréquence respiratoire, qui est un peu le cut-off d'intubation dans un certain nombre d'essais. Et donc, c'est le nombre de patients qui n'atteignent pas ce cut-off de 35 de fréquence respiratoire, donc on va utiliser comme étant les critères, on va dire, habituels d'intubation, les critères cliniques, alors que ces patients ont un score ROX qui rentre dans l'algorithme qui amènerait à l'intubation. Et lorsqu'on regarde finalement ce qui s'est véritablement passé, vous voyez, c'est ces bandes rouges, vous voyez que finalement, on a quand même des discordances très importantes, puisque chez les patients qui n'atteignaient pas ce score, cette fréquence respiratoire de 35 donc à la deuxième heure, alors qu'ils avaient un score ROX qui prédisait l'échec, vous voyez que vous avez près de 90% de ces patients qui ont été intubés, et puis on a les mêmes valeurs à la 6e heure, et puis en revanche à la 12e heure, là la fréquence respiratoire fait aussi bien. Donc c'est intéressant de se rendre compte que le score ROX permet vraisemblablement, et c'est ce qu'on est en train de faire dans un essai multicentrique, pour regarder justement si cet algorithme à 2, 6 et 12 heures permet de mieux prévenir, mieux renseigner sur le risque d'intubation que les critères habituels, essai qu'on est en train de mener justement avec Oriol Roquin. Et donc voilà l'algorithme qu'on utilise dans cet essai, basé sur ces seuils aux différents temps, 2, 6 et 12 heures, avec une identification très précise pour le clinicien. Si le score est inférieur à 2,85, il faut considérer l'intubation. Si on est dans cette fameuse zone grise,
par exemple 2,85, 4,87 à la deuxième heure. On s'assure d'abord que le patient est au maximum de l'OHD, 60 litres, 70 litres, 100%, et puis on le réévalue dans 30 minutes et on regarde ce fameux delta ROX que je vous ai montré, et encore une fois avec ce seuil de 0,5, puisque c'est celui qui nous semblait être le plus déterminant en termes d'amélioration ou au contraire dégradation de l'état du patient. Je vous ai déjà montré pourquoi est-ce qu'on avait choisi H12, encore une fois parce que c'était le cut-off pour la majorité des intubations et un impact sur la mortalité, mais encore une fois, l'implémentation de l'algorithme fait qu'on veut pouvoir se servir de score avant H12 et très précocement dès la deuxième heure, justement pour essayer d'intuber plus précocement ces patients qui en ont besoin. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment une évaluation dynamique avec cette idée que plus le score augmente, on s'éloigne du risque d'intubation. S'il ne varie pas ou à l'inverse, s'il décroît, à ce moment-là, on va s'approcher du risque d'intubation. Un petit cocorico parce que dans cette revue dans Intensive Care Médecine sur quels étaient les 20 articles que les cliniciens devraient lire au sujet du Covid, les auteurs avaient eu, je ne sais pas si c'est la gentillesse, l'élégance ou en tout cas la clairvoyance d'illustrer un papier qu'on avait fait justement sur l'aide et l'utilisation du score ROX au cours de la pandémie de Covid pour prédire un petit peu l'outcome de l'OHD chez ces patients. Et on sait que c'était éminemment important de pouvoir savoir quels étaient ces patients qui allaient avoir recours à l'intubation, encore une fois, pour aider à la gestion du nombre de lits. Et dans ce travail, c'était une centaine de patients qui avaient été admis pour Covid. Finalement, 60 avaient été traités en première intention par de l'OHD. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps, mais c'était des vrais patients de réanimation avec un vrai SDRA Covid. Vous voyez leur FiO2 et leur PaO2 au moment de l'initiation de l'OHD. 21 patients n'avaient, donc un tiers de la population n'avait pas eu besoin d'être intubés, étaient sortis vivants de réanimation, et 63% de patients avaient besoin d'être intubés. Encore une fois, c'était des patients vraiment en grande détresse respiratoire, des vrais SDRA Covid, ce qui explique ce pourcentage relativement élevé d'intubation. On retrouve de façon fortuite ce temps médian d'utilisation de l'OHD avant l'intubation, qui est de 10 heures. Et donc, si je vous renvoie aux chiffres qui avaient été faits, par exemple, pour la VNI, qui avait comparé donc durée de la VNI avant intubation entre les vivants et les décédés. Rappelez-vous, on était à 32 heures chez les vivants, contre 72 chez les décédés. Donc là, avec une médiane à 10 heures, on a vraiment le sentiment qu'on n'a pas pris de retard et qu'on n'a pas exposé inutilement ou trop longtemps les patients à l'OHD avant de les intuber. Et vous voyez ici donc l'incidence cumulée de l'intubation en fonction du score ROX. Et cette fois-ci, on a un index, un seuil qui est un peu plus élevé, qui était à 5,37, qui était le score qui était le plus discriminant. Alors vous allez me dire, oui, mais vous aviez montré 4,88 précédemment. Oui, la raison est relativement simple, c'est que toutes les études ont bien montré que globalement, la fréquence respiratoire des patients Covid est plus basse que les patients en détresse respiratoire non Covid. Et comme la fréquence respiratoire est le dénominateur, c'est normal que du coup, le résultat nous donne un index un petit peu plus élevé. Et ça, c'est un des éléments. Et le deuxième élément qui est encore plus solide, on va dire scientifiquement, c'est que finalement, d'autres auteurs, dans d'autres pays, d'autres pratiques, ont également trouvé un intérêt à l'utilisation de ce score ROX. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez ici un essai, et puis d'autres qui, là encore, ont mis en évidence l'intérêt du score ROX, et ça a même été proposé en pédiatrie, donc très clairement des données assez robustes pour l'utilisation assez large de cette technique. Qu'en est-il de la CPAP? Je vais passer assez vite. C'est un papier qui est en preprint, donc on n'a pas encore l'essai publié. Donc c'est dans le consortium Recovery en Angleterre. Ils ont comparé OHD, CPAP, oxygène standard. Le critère de jugement principal, c'était la mortalité ou l'intubation dans les 30 premiers jours. Un collectif assez important de patients, à peu près 400 dans chaque groupe. Pas de différence entre oxygène standard et OHD pour le risque d'intubation, alors qu'il y a un effet de la CPAP. Malheureusement, des biais assez majeurs. Pas de stratification sur la sévérité. Je vous rappelle que dans beaucoup d'essais, comme Floreal notamment, il y a une stratification à la randomisation sur le rapport P sur F. Pas de protocole d'OHD, notamment aucune indication sur le débit. Et on sait que le débit est vraiment très, très important.
Pas de critères prédéfinis pour l'intubation. Là aussi, c'est un souci majeur quand c'est le critère de jugement principal de l'essai. Il faut savoir qu'en plus, l'OHD n'était pas recommandé par la Société de réanimation anglaise au moment de l'essai, donc forcément, les gens pouvaient être un peu réticents à l'utiliser. Et puis, un autre élément majeur, beaucoup de crossover dans le bras oxygène standard. Il n'y a pas d'analyse de sensibilité. Donc, très clairement, un résultat pour moi qui n'est absolument pas probant pour le moment. L'intérêt du DV Vigile, là encore aussi, on peut dire un cocorico, et bravo à Stéphane Herman et l'équipe de Tours, et puis évidemment tout le travail collaboratif qui a été fait dans ce travail qui est très intéressant, puisque ce sont tous les essais internationaux qui ont cherché à évaluer l'intérêt du DV Vigile, qui se sont mis d'accord sur une homogénéisation des critères d'inclusion et de la méthodologie de l'essai pour pouvoir finalement publier ce qu'on appelle un méta-trial, qui est la mise en commun de façon prospective, prédéfinie, des résultats d'essais indépendants, donc publiés dans le Lancet Respiratory Medicine, près de 1000 patients randomisés, donc soit en traitement standard, pas de DV, soit en DV Vigile, à laisser à la liberté du patient et du clinicien, et un essai qui montre une efficacité du DV Vigile pour réduire l'intubation de façon assez significative, comme vous le voyez. Donc, il y avait deux critères, c'était l'échec du traitement qui était soit l'intubation, soit la mortalité, et le deuxième critère qui était l'intubation. Donc, sur ces deux aspects-là, l'essai est bénéfique, mais lorsqu'on regarde que la mortalité, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Un point intéressant, c'est que vous voyez sur la partie gauche de la diapositive, l'index ROX permet de voir également l'amélioration du patient en DV, puisque vous voyez que l'index monte significativement 30 minutes après l'application ou la mise en DV, et qu'on a un bénéfice un petit peu du gain obtenu en DV lorsqu'on remet le patient en décubitus dorsal, et donc on peut apprécier ça avec le score ROX. Et puis un autre point très important, celui-ci, c'est sur la figure de droite. C'est en bleu les patients en succès de la technique, en rouge pâle ceux qui sont en échec. Et vous voyez que c'est directement, ou en tout cas un élément très important, c'est la durée des séances de DV Vigile. Et plus les durées sont longues, plus on a un nombre de patients qui sont en succès de cette technique. Donc, il faut vraiment encourager les patients à faire ce DV Vigile le plus longtemps possible. Et vous voyez que le cut-off était de 8 heures. Donc, il faut essayer que de façon combinée, ce n'est pas une seule séance de 8 heures, mais qu'au moins 8 heures sur 24, ces patients soient en DV pour avoir le maximum de bénéfices de cette technique. Quelques dernières considérations pour finir cette overview sur le management du patient hypoxémique. D'abord, la pertinence, la présence et le respect des critères d'intubation dans les essais randomisés. C'est un travail qui est en cours. Baptiste Gaborio et Thésard avec moi, et le manuscrit est en préparation, je vais vous aborder. Et puis aussi un élément clé, je vous ai parlé des critères d'intubation, du timing et tout ça, mais il faut bien se rendre compte que finalement, toutes les données cliniques dont je viens de vous parler rendent compte au maximum à peu près de 30% de la décision d'intubation, et donc ça veut dire que 70% de la décision est liée à d'autres paramètres qu'on n'a pas abordés ici, mais c'est juste pour garder ça à l'esprit. Donc Baptiste a fait une revue de la littérature de l'ensemble des essais sur l'insuffisance respiratoire aiguë et recours à la ventilation mécanique. Il a inclus 94 essais randomisés contrôlés. Et premier élément, c'est que plus d'un quart des essais ne mentionne pas les critères d'intubation dans l'essai, alors que, encore une fois, le recours à la ventilation est un des critères de jugement de cet essai. Donc, ça pose évidemment problème. Et le deuxième résultat intéressant de ce travail, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de conduite à tenir claire dans 22% des cas. Et puis surtout, lorsqu'on regarde dans les essais pour lesquels il y a eu des critères prédéfinis, ils ne sont pas forcément respectés. Et encore une fois, ça renvoie du coup à la pertinence du résultat de ces essais. Donc, on a certainement encore beaucoup de choses à faire et à apprendre dans cet aspect-là.
Je reviens sur cet essai dont je vous ai déjà parlé, qui regarde le timing de l'intubation au cours du choc septique. Ça, je vous l'ai déjà montré. Je voulais vous montrer cette courbe de Kaplan-Meier sur la probabilité de survie pour vous montrer, je vous avais dit qu'il y avait des grandes hétérogénéités entre les centres. Et je ne sais pas si c'est un résultat décevant ou pas, mais en tout cas sur cet aspect, sur ce résultat-là, il n'y a pas de différence en mortalité entre l'intubation précoce et l'intubation retardée, encore une fois, dans le choc septique. Mais il faut quand même savoir que lorsqu'on regarde en analyse multivariée, évidemment, les paramètres neurologiques, respiratoires et myomiques étaient associés à une intubation précoce, mais une part très importante de la variance n'était pas expliquée par ces paramètres. Et donc, ça rejoint ce que je vous disais à l'instant. Il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas des critères cliniques, qui rentrent en ligne de compte dans la décision d'intubation et dont il faut avoir conscience que ce n'est pas toujours uniquement une fréquence respiratoire, une saturation ou même un score OX qui va nous pousser à intuber. C'est très bien montré dans cet article que je vous encourage à lire. Encore une fois, c'est le timing de l'intubation au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë associée au sepsis. Et donc, ils ont fait une analyse pour essayer de mieux définir la prise de décision d'intubation au lit du patient, encore une fois avec l'idée d'optimiser le timing et par des méthodes qualitatives d'interview, de savoir qu'est-ce qui avait finalement poussé le clinicien à intuber le patient. Pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y avait 3 grands domaines qui avaient été retrouvés. Évidemment, les facteurs liés au patient, la nature de sa maladie, ses comorbidités, sa présentation clinique, sa sévérité, ses trajectoires. Des facteurs liés au clinicien, son expérience, sa capacité ou sa formation pour l'intubation. Et puis également des facteurs liés au système, l'environnement, la surcharge de travail, les personnels, la formation des personnels avec lui. Tout ça avait une importance très importante. Et donc, ils avaient, je trouve, cette notion très intéressante d'intubostat. Et donc, il faut trouver le bon équilibre, le bon réglage qui amène finalement à la décision d'intuber le patient. Mais encore une fois, il n'est pas uniquement lié aux paramètres cliniques. Et je pense que de reconnaître qu'il y a une grande variabilité dans ces décisions, à la fois sur la décision d'intubation et sur son timing, et que ça dépend de beaucoup de facteurs qui ne sont pas que des facteurs cliniques. Je pense que c'est des éléments qui sont intéressants à garder à l'esprit justement lorsqu'on est en train de se poser la question d'intuber ou pas son patient. Que retenir de tout ça? Je vous l'ai montré, pas de recommandations, des pratiques très variées, des pratiques qui peuvent avoir une influence sur la survie des patients, un équilibre difficile à trouver entre exposer inutilement des patients aux complications de la ventilation mécanique et en même temps le risque du retard à l'intubation, et puis avec cette notion de lésion auto-infligée par le patient. Des conséquences qui sont peut-être différentes en fonction des étiologies. J'ai mentionné le sepsis, choc septique versus SDRA. Je viens de vous rappeler ou vous montrer que la décision et le timing de l'intubation, c'est vraiment un processus décisionnel qui est complexe et qui est multifactoriel. Je pense que ça, il faut vraiment en l'avoir à l'esprit. Que le ROX est un des éléments qui peut aider. Nous étions en tout cas contents de voir que pas mal de personnes l'avaient appliqué à travers le monde et à travers ces publications que je vous ai montrées, mais que bien évidemment, sa pertinence reste à démontrer. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement, comme je vous l'ai dit. Et est-ce qu'il faut vraiment opposer un certain nombre de techniques de façon assez catégorique? Est-ce qu'il ne faut pas mieux les combiner? Ça, c'est une question que je pose. Et à ce moment-là, la question derrière ça, c'est quelle est la meilleure combinaison et quelle est la meilleure trajectoire pour ces différents patients? Et j'en termine là. Je voudrais juste remercier évidemment Auriol Roca avec lequel je collabore depuis de nombreuses années, Émilie Gohagen qui a commencé la toute première analyse de cette base de données COVID-ICU avec les éléments que je vous ai montrés, encadrés par Jimmy Muller, le groupe de travail, parce que je ne suis évidemment pas tout seul à m'intéresser à cette question, et donc on a été plusieurs à être choisis par le comité scientifique de COVID-ICU pour travailler sur cette question. Je n'ai pas le temps de tous les citer, mais Nicolas Roll, Christophe Leterrier, Cédric Darro, des collègues à Boujon, Jean-Yves Boyer, et puis évidemment Baptiste Gaborio qui était chez moi, et l'ensemble de l'équipe de Louis Morier. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Damien, pour ce topo Merci beaucoup. Réalisé dans le temps imparti. Je vous propose qu'on commence par les petites questions, les petits quiz.
Alors, donc voici la première question sur l'oxygénothérapie conventionnelle. Donc, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies au cours de l'oxygénothérapie conventionnelle? Alors, première proposition, la FiO2 effective ne varie pas avec la fréquence respiratoire. Deuxième proposition, il n'y a pas de dispersion virale avec les masques à haute concentration. Troisième proposition, le conditionnement des gaz n'est pas adéquat. Et quatrième proposition, il existe un effet de dilution de l'oxygène. On va vous laisser répondre, donc vous pouvez voter. Quelques hésitations de dernière minute, ça partait plutôt pas mal. Que secondes pour les retardataires ou les hésitants. Ok, je vais clore le vote. Donc voici les réponses. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il existe un effet de dilution de l'oxygène. Et puis quelques-uns pensent que la FiO2 ne varie pas avec la fréquence respiratoire ou qu'il n'y a pas de dispersion virale avec les masques haute concentration ou que le conditionnement des gaz n'est pas adéquat. Est-ce que vous avez des commentaires? Donc effectivement, la FiO2, effectivement, elle varie beaucoup avec la fréquence respiratoire. C'est pour ça qu'on ne sait absolument pas la FiO2 qu'on délivre avec, par exemple, un masque à haute concentration. Ça a été très bien fait sur banc essai, quand on fait varier le module respiratoire du banc d'essai avec un débit constant d'oxygène, on voit que plus la fréquence respiratoire augmente, plus la FiO2 effectivement délivrée diminue. Donc, il y a clairement un effet de variation. Et lorsqu'on fait la même mesure avec un système d'OHD, on se rend compte que l'OHD, la FiO2 délivrée est parfaitement stable, quelle que soit la fréquence respiratoire. C'est un des éléments en faveur de l'OHD au cours d'insuffisance respiratoire aiguë. Évidemment qu'il y a une dispersion virale avec un masque à haute concentration, et Stéphane Herman et Jay Lee l'ont bien montré, il y a tant qu'à faire moins de dispersion virale avec l'OHD qu'avec l'oxygénothérapie conventionnelle. Donc, c'était un argument supplémentaire pour utiliser l'OHD au cours du Covid. Et puis, très clairement, le conditionnement des gaz n'est pas approprié avec l'oxygénation standard, puisqu'il n'y a pas d'humidification, il n'y a pas de réchauffement, et on sait que ça, c'est capital pour le confort du patient, et c'est un des bénéfices de l'OHD. Je vous laisse afficher la question suivante, Rémi. Ouais, hop. Deuxième question sur l'insuffisance respiratoire aiguë. Au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë, parmi les propositions suivantes, là où lesquelles sont vraies? L'oxygénothérapie à haut débit est supérieure à l'oxygénothérapie conventionnelle pour prévenir l'intubation trachéale. La ventilation non invasive est supérieure à l'oxygénothérapie à haut débit pour prévenir l'intubation trachéale. La CPAP NMET est supérieure à l'oxygénothérapie à haut débit pour réduire la mortalité. Et au cours du Covid SDRA, la CPAP est supérieure à l'OHD pour prévenir l'intubation trachéale. On va vous laisser quelques secondes pour voter. Je laisse encore 2-3 secondes s'il y a des indécis. Ok, voici les résultats. Donc, l'immense majorité vote pour la supériorité de l'OHD par rapport à l'oxygénothérapie conventionnelle pour prévenir l'intubation trachéale. 20% à peu près sur la supériorité de la CPAP avec le casque par rapport à l'OHD pour réduire la mortalité, et une minorité sur la supériorité de la VNI par rapport à l'OHD pour prévenir l'intubation, ou de la supériorité de la CPAP par rapport à l'OHD pour prévenir l'intubation. Oui, donc là, la personne est tombée dans le piège. Donc, l'OHD supérieur à l'oxygénothérapie conventionnelle, donc voilà, par exemple, l'essai Foraline l'avait clairement montré. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément tout à fait vrai dans certains essais chez l'immunodéprimé, même si, grosso modo, c'est également vrai, mais toutes les études ne le trouvent pas. La VNI supérieure à l'OHD pour l'intubation, ce serait
peut-être même le contraire, encore une fois, si on en croit Floralie, et c'est pour ça que c'est intéressant et important de faire d'autres essais. La CIPAP, le dernier essai, donc justement, paru dans le JAMA, qui comparait Helmet avec OHD, montrait un bénéfice du Helmet pour prévenir l'intubation, mais sans traduction ou sans gain sur la survie. Donc, cette proposition est fausse. Et puis, au cours du SDR Covid, le CIPAP est supérieur à l'OHD. C'était entre guillemets, non pas une question piège, mais c'était pour amorcer un peu le débat sur l'essai recovery, où là encore, je vous ai dit, pour moi, il y a tellement de limites, et j'attends vraiment la publication finale du papier. Donc, pour moi, je pense que ça n'est pas vrai. Jean-Damien, je peux te poser une question sur le helmet. Là, les Italiens qui sont parmi les grands spécialistes européens ou mondiaux utilisent énormément le helmet. Cette technique n'est pas très répandue en France, pas du tout. Tu as une explication pour nos plus jeunes collègues? Alors, pas vraiment d'explication. On voit bien qu'il y a des pratiques nationales qui sont très ancrées. Par exemple, les buses Venturi sont très utilisées en Italie. Je pense qu'elles ne le sont pas finalement tant que ça. Alors, il y a certainement des utilisateurs en France, mais je crois beaucoup moins. Je crois qu'il y a un effet indiscutablement, et il n'y a aucun jugement de valeur, hein, c'est purement factuel. Je crois qu'il y a un effet aussi fabricant national, implantation et donc mise à disposition d'un certain nombre de dispositifs, et donc d'encouragement à les utiliser très clairement. Ça, en tout cas, ça explique de mon point de vue très clairement le grand recours du helmet en Italie. Et je n'ai pas de données chiffrées à vous donner, mais je pense que le fait que l'helmet soit pas beaucoup plus utilisé en France, et je ne crois pas beaucoup non plus en Allemagne, en Angleterre, montre bien qu'il y a vraiment cet effet national qui est lié à la présence très forte du fabricant, encore une fois, sans aucun jugement de valeur là-dessus. Et je pense qu'il faut que nous fassions notre propre expérience du helmet, parce qu'encore une fois, là, on a quand même des résultats relativement convaincants, et il faut que nous fassions, ou qu'il y ait un essai helmet en dehors de l'Italie, justement, pour pouvoir répondre de façon plus définitive à la question de son intérêt ou de son bénéfice éventuel. Merci. Merci beaucoup. Autre question sur l'intubation. Donc, concernant l'intubation trachéale au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë, là où lesquelles les propositions suivantes sont vraies. Le timing de l'intubation n'a pas d'impact sur la mortalité des patients. Les critères d'intubation font l'objet d'un consensus international. Dans les essais randomisés, les critères d'intubation sont systématiquement informés a priori. Et dans les essais randomisés, les critères d'intubation sont très largement respectés. Le vote est ouvert. Je vais vous laisser encore quelques secondes. Ok, je mets fin au vote. Donc, la grande majorité a bien écouté. Donc, les critères d'intubation dans les essais randomisés sont systématiquement informés a priori. Et dans les essais randomisés, à peu près la moitié répond que les critères d'intubation sont très largement respectés. Voilà, donc ça c'est ce que je venais de vous montrer. Puis il y avait un autre papier sur justement une méta-analyse des critères d'intubation qui retrouvait effectivement que, en fait, non, ces critères d'intubation ne sont pas toujours respectés dans les essais randomisés. Et donc ça, clairement, ça pose problème, notamment quand c'est évidemment le critère de jugement principal. Et puis, dans les essais, ils ne sont pas systématiquement renseignés, puisque je vous ai montré qu'il y avait plus d'un quart des essais randomisés sur l'insuffisance respiratoire aiguë qui ne définissaient pas a priori ces critères. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se pencher, parce que c'est un biais potentiel majeur sur ces aspects-là. Et puis en plus, si on ajoute à ça le fait que la décision d'intubation, elle ne rend compte, en tout cas les critères cliniques qu'on évoque là actuellement ne pèsent que 30%. Alors après,
peut toujours voilà, discuter de ce pourcentage, mais en tout cas, ne représente certainement pas la majorité de ce qui emporte la décision pour intuber. Je crois que tout ça les relativise aussi un petit peu, mais c'était important voilà, de vous faire réagir là-dessus. Et puis, clairement, je vous l'ai montré, ça vous n'êtes pas tombé dans le piège, évidemment. Le timing de l'intubation, clairement, il a un impact sur la mortalité. Et puis, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de consensus actuellement. Merci. Et dernière question sur le score ROX. Au cours de l'insuffisance respiratoire aiguë et concernant l'index ROX, là où lesquelles des propositions suivantes sont vraies. L'index ROX a été validé dans la plupart des étiologies de l'insuffisance respiratoire aiguë. Une seule valeur de l'index ROX en dessous du seuil doit conduire à l'intubation. Des fréquences respiratoires généralement plus basses au cours du SDRA Covid expliquent un seuil de l'index ROX plus élevé qu'au cours des SDRA non Covid. L'index ROX pourrait être utile pour décider du sevrage de l'OHD. Le vote est ouvert. Allez, encore quelques secondes pour les indécis. Ouais, je vais mettre fin au vote. Donc, la grande majorité disent que la fréquence respiratoire est généralement plus basse au cours du SDRA Covid, et c'est ça qui explique un seuil d'index ROX plus élevé qu'au cours du SDRA non Covid. Les trois quarts que l'index ROX pourrait être utile pour décider du sevrage de l'OHD. Et une personne choisit que l'index ROX a été validé dans la plupart des étiologies de l'insuffisance respiratoire aiguë. Merci Rémi. Alors, quelques commentaires. Donc, stricto sensu, non, l'index ROX, il a été validé, en tout cas dans nos deux cohortes, c'était que des pneumonies communautaires hypoxémiantes. Alors, elles rencontrent dans la plupart des essais entre 60 et 80% des étiologies des insuffisances respiratoires aiguës. Donc, par extension, on peut dire qu'effectivement, c'est la très grande majorité, mais stricto sensu, le score a été validé que dans une population assez ciblée de pneumonies hypoxémiantes. Très clairement, et je l'ai insisté, donc voilà, tout le monde a bien compris que ce n'est pas une seule valeur qui doit déterminer l'intubation, mais c'est vraiment la succession de valeurs basses ou de valeurs qui baissent. Ça, vous l'avez bien compris, et tant mieux. Les fréquences respiratoires, j'y reviens pas. Alors, c'est intéressant de voir que 75% pensent que ça pourrait être utile à la décision d'arrêt de l'OHD ou du sevrage, parce que finalement, il n'y a qu'un seul travail qui l'a pour le moment non pas démontré, mais en tout cas qui l'a suggéré. C'est l'équipe d'Arnaud et de Rémi et de Jean-Pierre qui ont trouvé parmi les facteurs d'échec ou au contraire de succès du sevrage de l'OHD, justement un index de ROX. Et donc, je crois que ça, c'est un élément qui pourrait être intéressant parce que là encore, de la même façon qu'il permet de prédire l'intubation, je pense que ça peut être un élément aussi, puisque ça n'est que le témoin finalement de l'état respiratoire du patient. Ça pourrait être intéressant de s'en servir également pour le sevrage, parce que un des risques, c'est effectivement de garder finalement trop longtemps des patients qui s'améliorent et peut-être qu'on pourrait les sevrer plus précocement de l'OHD. Donc, je pense que le score pourrait être intéressant là-dessus. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de questions. Moi, j'ai juste une petite question sur le score ROX. Est-ce que vous avez une recommandation en termes de SPO2? Est-ce qu'on peut utiliser le score ROX indépendamment de la SPO2 ou est-ce qu'il faut une SPO2 qui soit forcément inférieure à un certain seuil pour pouvoir l'utiliser? Alors, c'est une très bonne question. Il est évident que si on s'autorise, si on a des objectifs de saturation qui sont très très larges, à ce moment-là, peut-être on perd un peu de sensibilité et de spécificité du score ROX. C'est ce qu'avait mis en avant, je n'ai pas eu le temps de le détailler plus, mais l'équipe de Lariboisière qui montrait que la fréquence respiratoire au cours du Covid faisait finalement mieux que le score ROX, mais il s'autorisait un des objectifs qui allait être quasiment de 90 à 98% de saturation. Et à ce moment-là, évidemment, le score ROX a sans doute effectivement est un peu moins performant et encore les courbes ROX s'entrecroisaient de temps en temps. Donc, je pense qu'il faut se fixer, j'ai envie de dire, indépendamment du score ROX, il faut de toute façon se fixer des objectifs de saturation chez nos patients. D'abord, parce que ça aide aussi l'infirmière à avoir une meilleure surveillance.
Et même s'il n'y a pas de seuil ou de fenêtres qui sont encore clairement établies, quelque chose entre 94 et après on peut discuter de la barre haute, est-ce que ça doit être 96-98%? Voilà, ça serait ma préconisation, mais oui, clairement, il faut un objectif de saturation, et le plus étroit il sera, et le mieux à ce moment-là, le plus performant sera l'utilisation du Scorox. Dans la même veine, Jean-Damien, j'ai l'impression qu'au fil des mois pour le Covid, on a repoussé un peu les limites de l'intubation. Je ne sais pas sur quels arguments, un peu sur l'expérience ou la pseudo-expérience, et on a intubé tous des malades très très tardivement. Où on a senti qu'au moins dans certaines régions, on repoussait les limites de l'optiflow très tardivement, alors que toutes les données là sont plutôt sur des Scorox à H12, H24 et des intubations plus précoces que ça. Alors que sur les derniers flots de malades, on a tout un tas de malades qui ont été intubés, enfin qui ont été pris en charge très longtemps avec du Covid, sous Optiflow, et pour une bonne partie, finalement, quand même intubés très tardivement. Et moi, j'ai des doutes sur notre stratégie là, de les intuber si tard, finalement, pour une partie. On n'a pas l'impression qu'on a eu la bonne stratégie pour cela. Quelle est ton idée? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de data, j'ai l'impression, pour l'instant. Non. Écoute, je suis très content de ta remarque venant de toi qui connais ça très bien, parce que j'ai un peu le même sentiment aussi. Et même dans l'équipe, voilà, de temps en temps, plusieurs jours de suite, alors que le Scorox nous aurait conduit à intuber le patient, on se disait quand même, il donne le change et tout ça. Et finalement, on le faisait, et on était vraiment. Alors, encore une fois, je n'ai pas de données chiffrées. Voilà, mais en tout cas, je partage pleinement ton sentiment sur le fait que on a poussé les limites de l'EHD chez un certain nombre de patients, et sans doute que pour un certain nombre, on a eu tort, ou en tout cas, clairement, on les a intubés. On s'est retrouvé après dans des situations d'hypoxémie extrêmement sévères, avec d'emblée la mise en DV, et puis pour un certain nombre, un recours assez rapide à l'ECMO. Donc, on a essayé, nous, enfin, on a évolué évidemment au fil des périodes, et conscient de ça sur la deuxième vague, on va dire, peut-être que sur la troisième et quatrième, on essayait d'être du coup un petit peu plus stringent par rapport au ROX, et quand clairement on avait 2-3 valeurs à plusieurs heures d'intervalle qui étaient en dessous du seuil, on essayait de les intuber. Certains sont passés entre guillemets entre les gouttes, parce que clairement les cliniciens se disaient ben non, il est au fauteuil, je ne vais pas y aller. Mais encore une fois, même si ça n'est qu'un ressenti, même pour ces patients-là, de temps en temps, on s'en mordait les doigts, parce qu'ils finissaient in fine par être intubés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Damien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Jean-Damien pour votre topo très très clair. Merci Christophe. Et merci puis à la semaine prochaine. Merci à vous. Beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir.